Nous sommes de retour pour le décryptage de l'actualité sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette émission, la Centrafrique où le gouvernement peine à rétablir la sécurité dans la capitale Bangui après son coup de gueule de la semaine dernière contre la force des Nations Unies, la MINUSCA. La présidente Catherine Samba-Panza est sommée par le Conseil national de la transition de réhabiliter les forces armées centrafricaines. Poursuite des violences entre milices en Centrafrique, Catherine Samba-Panza accuse la MINUSCA. C'est un sujet à débattre dans un instant dans cette émission. Ensuite, nous irons au Congo-Brazzaville où l'opposition semble s'embrouiller au sujet de la conduite à tenir face au référendum imposé et bouclé par le président Denis Sassou Nguesso. L'opposition congolaise se cherche aujourd'hui entre l'appel à des actions de désobéissance civile ou un dialogue avec le pouvoir en place. Enfin, pour finir, nous nous interrogerons sur le mystère autour de l'enquête sur l'assassinat de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'était au Mali 2 ans après cet assassinat et malgré la décision de déclassification du dossier par le gouvernement français, l'enquête n'a pas bougé d'un centimètre 2 ans après la mort de 2 journalistes français au Mali qui empêchent de connaître la vérité sur l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Vous aurez l'avis de nos invités dans un instant. Mais avant tout ceci, madame, monsieur, je vous propose de suivre le flash d'information. En Centrafrique, le Conseil national de transition donne un ultimatum d'une semaine au gouvernement pour la réhabilitation des forces armées centrafricaines. Il demande à la présidente d'associer les FACA aux forces internationales pour s'interposer entre les belligérants qui s'affrontent dans les quartiers sud-ouest de la capitale Bangui. Au Togo, le nouveau code pénal adopté lundi dernier par l'Assemblée nationale suscite des inquiétudes au sein de la presse. Les organisations de presse sont montées au créneau pour dénoncer l'article 498 qui punit toute publication, diffusion ou reproduction de fausses nouvelles d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. En Côte d'Ivoire, investi solennellement mardi pour un nouveau mandat de 5 ans, le président Alassane Ouattara a appelé de tous ses voeux la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Il promet de renforcer le processus de réconciliation, de mieux redistribuer les richesses et de rédiger une nouvelle constitution. Encore à rétablir la sécurité dans la capitale Bangui après son coup de gueule la semaine dernière contre la MINUSCA. La présidente Catherine Samba-Panza est sommée par le Conseil national de la transition de réhabiliter d'ici une semaine les forces armées centrafricaines. Nous lançons le débat sur ce sujet. Ce sera après ce générique. Pour débattre des sujets au menu de cette émission, j'ai sur ce plateau Arimi Choubadé. Il est journaliste et analyste politique au Bénin. Arimi Choubadé, merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Bonjour Joël, merci pour l'invitation. J'ai également sur ce plateau Joël Yetonji de la rédaction de SICA TV. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour à vous, bonjour Arimi. Nous démarrons ce débat avec vous, Arimi Choubadé. Je le disais tantôt, Catherine Samba-Panza s'en est pris ouvertement aux forces des Nations Unies installées en Centrafrique. Quelques jours après, le Conseil national de la transition l'appelle à rétablir les forces armées centrafricaines. Mais avant d'arriver justement à cet ultimatum donné par le CNT, dites-nous, Arimi Choubadé, quelle compréhension vous avez eue donc de ce coup de gueule de la présidente centrafricaine? Non, je crois qu'il y a un peu plus, enfin, il y a quelques semaines ici sur ce plateau, on se posait la question de savoir à qui profitait le regain de violence à Bangui alors qu'on était à moins d'un mois des premières élections présidentielles qui étaient prévues normalement des premières élections pour le 11 octobre. Tout à fait, et forcément, on voit très bien que ça ne pouvait arranger qu'à ceux qui sont au pouvoir. Et le Conseil national de transition n'a pas que demandé l'ultimatum, mais il a accusé très clairement le gouvernement, c'est-à-dire la présidente Samba-Panza, de ne pas prendre les mesures qu'il faut. Ils ont même été très clairs. C'est que le gouvernement a une part de responsabilité dans les violences. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est 1 an après l'installation des forces d'interposition que le gouvernement se rend compte qu'ils ne font pas assez. Et j'ai même pas compris le sens de son attaque vis-à-vis de la MINUSCA, puisque
elle dit qu'on n'a pas déployé suffisamment de force. Et elle dit que bon, il ne s'interpose pas à l'avance pour... oui, mais est-ce que c'est la mission de la MINUSCA? Oui, mais c'est elle La MINUSCA, c'est juste une mission d'appui. La MINUSCA est sous l'autorité de la présidente. Ils ne sont pas dirigés par quelqu'un de l'extérieur. Ils sont des invités du gouvernement centrafricain. Donc s'il y a un dysfonctionnement, on ne peut s'en prendre. C'est trop facile que la première responsable de la sécurité dans tout le pays, pas seulement à Bangui, se rejette sur les autres pour dire oui, vous êtes... et puis elle tire dans tous les sens. Elle accuse l'effort d'interposition, elle accuse les anciens présidents des îles, parce qu'elle a eu l'impression que la paix se négocie sans elle. Les autres se sont réunis dans un pays voisin pour élaborer un nouveau plan de paix, et elle s'est sentie exclue de ça. Donc pour elle, les gens s'arrangent à l'extérieur pour lui prendre le pouvoir. Alors, à votre avis, est-ce que c'est un aveu d'incapacité de la présidente? Pas un aveu d'incapacité, on sent très clairement... Elle semble dépassée par la situation. Très clairement qu'elle a envie d'être aussi considérée comme une belligérante. Alors qu'en réalité, elle devait Elle n'est pas une belligérante. Non, mais là, justement. Oui, mais justement, puisqu'elle ne veut plus qu'on fasse des choses... Sans elle. Tout à fait. Bon, pas sans elle, mais il faudrait qu'elle-même... Parce que si on a convoqué des négociations de paix sans trouver la nécessité d'inviter le gouvernement en place, parce que c'est un gouvernement de transition, et qu'on a réuni que les belligérants, et puis après, quelques jours après, on sent qu'il y a des failles dans la sécurité et il y a eu ce regain de violence. Donc on sent très clairement une volonté, peut-être pas de la présidente elle-même, mais dans son camp, de s'intégrer dans la problématique, tout à fait, pour prendre part à la belligérance. Donc, pour vous, ce n'est pas un aveu d'incapacité? Non, tout à fait. C'est pas un aveu d'incapacité, mais c'est une réclamation d'identité. On commence par prendre goût au pouvoir. On commence par prendre goût au pouvoir parce que, selon tout récemment, vous savez, elle a même accusé comment vous appelez, la structure de l'organisation des élections, qu'il faut qu'on aille aux élections, il n'est pas question de... dans le même temps, elle est quand même consciente de la situation sécuritaire. Dans le même temps, le gouvernement sait que la situation sécuritaire s'est considérablement dégradée et en même temps demande... Elle veut faire un forcing à l'autorité, tout en sachant que les conditions ne sont pas réunies. Tout à fait. Donc je crois que dans ce jeu-là, chacun essaie de tirer le drap de son côté, d'envenimer davantage la situation pour pouvoir en tirer des dividendes. Joël Yetonji, vous avez suivi donc le coup de gueule de Catherine Samba Panza. La présidente de la transition en Centrafrique semble très énervée contre la mission des Nations Unies installée à Bangui. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui justifie ce coup de gueule? Je trouve plutôt une autorité presque aux abois, un peu dépassée par les événements. C'est ce que j'observe. Catherine Samba Panza semble que les choses sont en train de lui échapper. C'est ce que je vois. Et je trouve que d'une manière ou d'une autre, c'est un peu de bon droit. On peut s'interroger, est-ce qu'elle avait à faire ce qu'elle a à faire? Oui, elle avait à le faire parce que, quelque part, les choses vont de mal en pire. Oui, et d'abord parce que... Elle est la présidente. Qui doit décider à sa place? C'est à elle de décider de prendre en main sa responsabilité. Elle n'a qu'à taper du poing sur la table, mettre en action tout ce qu'elle a comme force. Ça, c'est vrai. Et sa sortie, on peut l'analyser sous deux angles. Est-ce qu'elle avait à faire ce qu'elle a fait? Non et oui. Non, parce que c'est vrai, comme vous venez de le souligner, elle est la présidente et en tant que telle, elle doit prendre la plénitude du pouvoir. Quand on dit transition, avant de dire transition, on dit d'abord présidente. Et de ce point de vue, elle a un rôle à jouer. Est-ce que ce rôle, elle a suffisamment joué? De ce point de vue, non, elle n'a pas suffisamment joué. Mais on ne doit pas oublier dans quelles conditions Catherine Samba Panza est arrivée à la tête de la Centrafrique. Il faut observer que, mais qu'elle était de Bangui, pour son passé, pour la dame qu'on connaissait, c'est une dame qui s'est jouée plutôt à l'unisson. Qui s'est jouée, oui, c'est une dame qui s'est réconciliée. C'est une dame qui n'est pas une dame de fer. C'est une dame, c'est une dame de dialogue. La réconciliation lui échappe. C'est une dame de dialogue, c'est ce qu'elle s'est fait. Et c'est dans cette posture où vraiment c'était la braise, il fallait quelqu'un qui peut jouer les traits d'union. Et c'était la personne idéale. Donc de ce point de vue, on ne s'était pas trompé. Mais lorsque vous venez au pouvoir,
il faut aussi souligner que le calendrier qui a été établi au départ n'a plus été respecté, ce qui justifie qu'elle est encore là jusqu'à présent. Mais lorsque la situation était en train d'évoluer, Catherine Samba-Panza devrait prendre la mesure de la situation, devrait savoir se réadapter. On devrait la trouver après dans une casquette d'une certaine, je ne sais pas, Margaret Thatcher pour la Centrafrique. Là, elle ne sait pas le faire, elle n'a pas cette étoffe-là. Et c'est malheureusement là où tout lui a échappé. Malheureusement, comme je l'ai dit précédemment, à un moment donné, elle devait savoir taper du poing sur la table. Elle ne l'a pas fait. Et la Centrafrique, aujourd'hui, est dans un bourbier. Bangui, c'était vraiment la ville stratégique. Si on parvenait à maîtriser la situation en Bangui, ça devrait pouvoir permettre d'aller un peu vers la ceinturation, la pacification des autres zones. Ce qu'elle n'est pas parvenue à faire. Et qui devrait le faire? Ça, on doit le reconnaître. Et c'est là qu'elle a, de mon point de vue, un peu raison. C'est la MINUSCA. La MINUSCA n'est pas là en observation. Non. Et c'est vrai que oui, mais la MINUSCA ne peut pas prendre des initiatives sans elle. Pas sans elle directement. La MINUSCA est en appui. La Centrafrique n'est pas placée sous protectorat des Nations Unies. La MINUSCA est là. C'est vrai, sous son mandat direct, parce qu'elle en avait besoin, mais la MINUSCA ne reçoit pas directement d'ordre de Samba-Panza. En tant que présidente, elle peut exiger avoir des actions précises de la part de la MINUSCA. Que chacun joue son rôle. Oui, là, c'est vrai. La MINUSCA ne peut pas prendre l'initiative sans son intervention. Samba-Panza, dans son intervention, a été claire et je pense qu'on doit situer les responsabilités. Je viens de le dire, elle a une part de responsabilité. Sa part de responsabilité, c'est en tant que présidente, elle doit savoir taper du poing sur la table. Elle ne l'a pas fait. Mais pour autant, la MINUSCA n'est pas à dédouaner. Son chef direct, c'est qui? Est-ce qu'ils ont joué le rôle qui leur revient? Non. Et constatez avec moi que les soldats de la MINUSCA préféraient s'occuper de la pédophilie. En tout cas, c'est pas moi qui le dis. Et les faits sont là. Les faits sont là. Il faut remarquer qu'avant ça, on a constaté qu'il y a même des soldats de la MINUSCA qui ont été pris à partie. Il y en a à qui on a arraché des armes. Si les rebelles, pour lesquels ils sont là, qui doivent essayer, pas forcément de désarmer, tout au moins d'intimider, ils n'arrivent pas à le faire et qu'on peut les prendre à partie, il y a un problème qui se pose. Et vous l'avez souligné, le comble c'est qu'il y en a. Vous et moi, vous convenez, lorsque vous êtes suffisamment occupé, rien que pour le travail que nous faisons à la tâche, aujourd'hui, vous n'avez pas la tête pour ce qu'ils font là, mais s'ils ont le temps pour ça, ça pose un autre problème. L'autre problème... Ça veut dire que vous pensez qu'ils sont oisifs aujourd'hui à Bangui, les membres de... En tout cas, ils ne s'occupent pas suffisamment. C'est pourquoi on les a envoyés là, ils ne le font pas. Donc vous et semblez on ne doit pas oublier... En partie, elle a raison. On ne doit pas oublier qu'aujourd'hui, Catherine, présidente qu'elle est, elle n'a pas la possibilité d'équiper l'armée régulière. Pourquoi elle ne peut pas le faire? Il y a l'embargo sur les armes. Il y a l'embargo sur les armes. Il faut lever d'abord l'embargo. S'il vous plaît, nous ne devons pas mélanger torchon et serviette. La réalité, tout le monde est coupable dans ce qui se joue aujourd'hui. Et Bangui n'est pas du tout sécurisé. Elle accuse également Djotodia et Bozizé et elle demande à la CPI d'intervenir pour leur mettre la main dessus. Vous pensez que c'est la solution aujourd'hui? Non, ça, ce n'est pas la solution. C'est vrai, Bozizé, on l'a aussi souligné dans ce qui a été fait, ce qu'on peut appeler ce forum qui devrait aider à unifier les fils de la Centrafrique. C'est un échec. On ne peut pas aller vers la paix, une paix durable en Centrafrique sans Bozizé et Djotodia. Et le problème aujourd'hui n'est pas à demander à ce qu'on leur mette la main dessus. Le problème, c'est à pacifier le pays. Pacifier le pays, ça commence déjà par les quartiers. Dans son discours, il faut le souligner aussi, elle a touché une corde sensible. Elle a dit ouvertement, ce n'est pas moi qui ai la paternité de ce que je viens d'affirmer. Tous les quartiers, les périphériques de la ville doivent être sécurisés. Et pour ça, on a besoin aussi de la MINUSCA, les forces d'interposition qui sont là. Il faut pouvoir le faire. Il faut aller au désarmement. Aujourd'hui, nous n'avons malheureusement plus le temps parce qu'en décembre, il faut aller aux élections. Comment aller aux élections si chaque jour, on continue de tuer les gens? Et ce matin, il y en a eu encore. Je pense que ça devient un problème plutôt sérieux et qui dépasse la personne de Samba-Panza. Rémi Choubali, est-ce que vous pensez que la solution, comme l'a demandé Catherine Samba-Panza, c'est d'envoyer Bozizé et Djotodia à la CPI? Bon, ben, elle fait de la politique au lieu de faire de la gestion. Vous savez que c'est une femme politique. Elle a été maire de Bangui. Oui, qui est dans la politique depuis très longtemps, qui a des ambitions politiques. Et donc vous pensez qu'elle veut mettre de côté mais prenez la méthode. Prenez la méthode s'il y a des dysfonctionnements au niveau de la MINUSCA et s'il y a... Parce qu'elle souffle sur toutes les braises. Elle tire sur tout le monde. Oui, Bozizé, Djotodia, et puis un chef rebelle qui est rentré, voilà, et puis MINUSCA et tout. C'est-à-dire,
Elle cherche des responsables partout. Elle est dans la justification. C'est pour cela que je demande si elle n'est pas incapable. Oui, elle n'est pas dans la gestion, elle est dans la justification. Et vous avez vu sa méthode. Elle est venue devant la presse. Si tant est qu'elle estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour assurer la sécurité à Bangui et puis aux alentours, ce n'est pas devant les caméras et les micros qu'elle aurait... Elle aurait pu le dire où? Elle ne devait pas être dans la justification, elle devait être dans le compte rendu. Elle devait rendre compte au Centrafricain de toutes les démarches qu'elle a eu à faire pour ne pas avoir satisfaction et non pour justifier. Parce qu'on ne peut pas comprendre que c'est un an après d'avoir pris le pouvoir qu'elle constate qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de troupes, on n'anticipe pas. Mais attendez, elle a fait plus que Djotodia et Bozizé. Eux, ils n'ont pas pu rester à Bangui. Ils ont dû fuir. Mais elle est là, elle n'est même pas inquiétée jusqu'à présent. Ça veut dire que quelque part, elle fait quelque chose. Et que quand c'est pour défendre son palais, et là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de faille. Mais si c'est pour défendre la population, elle dit qu'elle est impuissante. Il y a un problème. Donc, on sent nettement une prise de pas dans la belligérance. Et on ne peut pas dire autrement. Aujourd'hui, elle veut devenir un élément central de la crise en Centrafrique, alors qu'elle devait être juste une facilitatrice. Tout à fait, juste une facilitatrice pour que les autres, les acteurs politiques qu'on connaît, les acteurs politiques classiques du pays puissent venir plus tard reprendre un pays qui a été remis à neuf. Maintenant, on ne sait plus dans quel sens on est. On va forcément, puisque déjà on commence déjà pas à parler d'une nouvelle transition, de plus en plus. Et vous allez voir que elle va s'installer comme d'habitude parce qu'elle a les manettes en main. Si, je crois, dans la mission, on devait reconstruire une armée, même si c'est embargo, ce n'est plus elle qui fait. Justement, parlant de cette reconstruction de l'armée, aujourd'hui, le CNT, le Conseil national de la transition, a donné un ultimatum d'une semaine à Mme Catherine Samba-Panza de réarmer, pour réarmer ses forces armées centrafricaines. Aujourd'hui, on n'a pas une armée organisée. On se donne une semaine d'ultimatum pour les réarmer. Est-ce qu'on ne tend pas vers une recrudescence de la violence en Centrafrique? Non, mais si le gouvernement centrafricain avait facilité vraiment les négociations en cours, on serait déjà parvenu à une solution, même au niveau de l'armée. Je crois que c'est pour ça qu'on est en train de réunir les protagonistes pour discuter de comment mettre en place un embryon, comment l'équiper et comment, parce que après les élections, il n'était pas question qu'il y ait un président légitimement élu et qu'il y ait une force d'interposition. On ne saurait plus, à ce moment-là, la force s'interposerait entre qui et qui. C'est qu'on est déjà parvenu à un accord de paix. Mais on sent très nettement que le gouvernement centrafricain ne fait rien pour que ces négociations aboutissent. Au contraire, dès qu'il y a un embryon d'accord ou même des négociations, on commence par crier à la sorcellerie au niveau de la présidence. Et aujourd'hui, c'est normal qu'on soit comme au point de départ, avec en plus de la violence. De la violence que même la ministre n'arrive pas à maîtriser. Donc, alors, armer les forces armées, est-ce que cela ne va pas rendre difficile la tâche de la ministre? Oui, mais on ne peut armer on ne peut parler d'une armée en Centrafrique aujourd'hui que dans le cadre d'un accord de paix entre les différents ce qui n'existe pas pour l'instant. Pour le moment, ça n'existe pas. Donc si ça n'existe pas, si dans une semaine, le gouvernement arrive à satisfaire à la parce qu'on ne peut pas aujourd'hui installer une armée. La sommation du CND. Parce que ce qui se fait généralement dans ces trous, c'est, comment on appelle, le désarmement, cantonnement ou tout ce qu'on veut. Et après, on réintègre les éléments dans une armée nationale en ce moment où tout le monde se reconnaît. Donc aujourd'hui, dans les conditions actuelles, sans accord de paix, sans désarmement, on ne peut pas installer une nouvelle armée dans ces conditions-là, parce que personne n'a voulu aller véritablement à la paix dans ces négociations. Joël Yetonji, alors donner des armes aujourd'hui aux forces armées centrafricaines, est-ce que cela ne va pas ouvrir la voie à de nouvelles violences? L'armée avec des armes, les milices avec des armes, la MINUSCA avec des armes, est-ce qu'on peut maîtriser désormais la situation en Bangui? On peut maîtriser la situation parce que l'armée suffit des armes. Une armée sans armes ne sert vraiment pas à grand-chose. Dans un pays où les gens sont organisés aujourd'hui, dans un pays parce que c'est une armée laissée par Bozizé, laissée par Djotodia, il y a toujours des clans dans cette armée-là. Est-ce qu'on peut partager des armes à cette armée sans qu'elle soit unifiée? Je dis, une armée, c'est les armes. Une armée sans armes n'est pas une armée. Aujourd'hui, il n'y a pas d'armée en Centrafrique. Maintenant, quant à la doléance du CNT, entre nous, soyons raisonnables. Est-ce que les Centrafricains veulent vraiment de la quiétude, de la stabilité dans le pays? Dire que ce sont des cadres, des élus,
pour les appeler ici, qui se sont assis et qui ont sorti cette décision, moi je suis tombé à la renverse. Ah bon, pourquoi? Oui, je dis, mais c'est ils plus que le ridicule, ça fait pas sérieux. Quelque part, ils veillent à leur sécurité. Comment vous vous rendez compte que dans un pays qui se dit pays indépendant, on arrive à enlever des ministres, des miliciens arrivent à enlever des ministres, il n'y a pas de sécurité. Je dis encore une fois, soyons sérieux. Dans la situation délétère qui est celle de la Centrafrique aujourd'hui, qu'on nous dise des choses vraiment responsables. Ça, ce n'est pas responsable. Non, en c'est une manière de pousser le gouvernement à vite pacifier l'armée. Et quand on sait que l'avis du CNT n'est que consultatif et qui ne peut pas démettre la présidente de sa fonction, ça rimerait à quoi? Que de distraire les Centrafricains. Les Centrafricains ont besoin de choses sérieuses. Vous pensez que le CNT n'a fait que donner un coup d'épée dans l'eau? Non, non, il faut éviter surtout ça. Aujourd'hui, on a besoin d'aller de l'avant. Et aller de l'avant, ce n'est pas ça. C'est tout sauf ça. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est qu'on s'asseye et qu'on prenne des décisions conséquentes. On n'a plus suffisamment de temps. Catherine Samba Panza, pour ma part, est aujourd'hui incapable de gérer la situation qui se présente. Que faut-il faire? Faut-il s'asseoir autour d'une table et prendre de grandes décisions, revoir s'il faut très rapidement, mettre une structure qui sera plus élargie, je veux dire, qui sera capable de prendre les décisions qui s'imposent. Vous l'avez dit, des âmes circulent. Est-ce qu'on peut vraiment aller aux élections dans les conditions actuelles? Je pense que non. Faut-il désarmer? Comment le faire? Dans combien de temps? Je pense que c'est des questions essentielles sur lesquelles il va falloir discuter. Quand on le fait dans ces conditions, l'armée régulière, comment allons-nous parvenir à, en tout cas, établir un certain lien, une certaine confiance entre cette population et cette armée, et ensuite passer à l'armement de la troupe? Je pense que c'est autant de questions qu'il faut vraiment étudier très rapidement si on veut vraiment que les Centrafricains aillent aux élections. Parce que, qui dit élection, peut-être que la Centrafrique veut créer une première. Qui dit élection, dit campagne. Alors, il faut aller en campagne dans ces situations-là où on tire à tout moment, où ça peut venir de partout. Mais voter, ça suffit aussi des gens aux unes. Qui ira aux unes lorsque tu sais qu'on peut te décapiter? Quand on sait que musulmans et chrétiens, c'est toujours la guerre. Non, je dis qu'aujourd'hui, en tout cas, le CNT, s'il faut prendre une décision, c'est tout, sauf ce qu'on vient de dire. Et en plus, ils disent 5 jours. La Centrafrique, non, non, non. On n'a pas besoin de distraire toute une nation. On a besoin de prendre des décisions responsables. Décision responsable, c'est tout, sauf ce que le CNT... Merci Joël Yetonji, merci Arimi Choubali. Madame, Monsieur, c'est tout pour le premier débat de ce jour. Nous abordons sans transition le deuxième sujet de notre émission. Angle de vue au Congo, Brazzaville. L'opposition semble s'embrouiller au sujet de la conduite à tenir face au référendum imposé et bouclé par le président Sassou Nguesso. L'opposition congolaise se cherche aujourd'hui entre un appel à des actions de désobéissance civile ou à un dialogue avec le pouvoir en place. L'analyse de nos invités est à retrouver après ce générique. L'opposition qui semble donc s'embrouiller au Congo, Brazzaville, Arimi Choubali, comment vous expliquez cette dissension qui vient de naître entre les membres de cette opposition qui, normalement, devait rester regroupés pour faire face au président Sassou Nguesso? Vous le trouverez dans aucun pays où la démocratie est en péril. Une opposition unie? Non, c'est pas possible. Parce que le pouvoir qui est en place, qui a tous les moyens, qui est là depuis des années, vous ne pouvez pas faire de l'opposition à l'intérieur et rester... et avoir toutes les facultés possibles pour renverser. C'est pas possible. Vous pensez qu'il y a des tentatives de division, c'est ça? Oui, si vous prenez, même ceux qui font l'opposition dans ces gens de pays-là, c'est soit des gens qui ont coltiné un peu avec le pouvoir avant de prendre le large. Donc, c'est des gars qui sont très connus, qui parfois, c'est pour des questions d'humeur, ou c'est pratiquement des marginaux. Vous ne pouvez pas à l'intérieur. Sassou, il est là depuis très longtemps. Il a tout en main. Il a l'appareil judiciaire, l'appareil administratif, l'armée, il a tout en main. Comment vous pouvez être à l'interne, vous organisez? Vous savez, depuis le début, il y avait un problème de stratégie. Oui, on a vu ce qui s'est passé au Burkina. Donc on s'est dit, bon, est-ce qu'à l'occasion des élections, on peut semer le trou pour peut-être faire fuir Sassou? Mais lui, il a vu venir, il a vu le cas. Il a verrouillé le pays. Il a vu le cas, je crois que... Il a coupé RFI, il a coupé l'Internet. Tout à fait. Et c'est presque sûr qu'entre-temps, il a pris contact avec le camp comparé pour voir à peu près ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché. Donc, c'est inspiré de l'expérience. Alors, donc, dans ces conditions, il ne peut pas avoir une opposition à l'interne qui puisse vraiment déstabiliser ce régime-là. Et quand un régime dure très longtemps comme ça, ce qui est sûr, il n'y a qu'un chaos comme alternative.
On ne voit pas très bien comment, même ceux qui sont au pouvoir, ils ne savent pas très bien comment il faut changer. Et sinon, ils auraient pu préparer quelqu'un pour prendre la relève de Sassou. Mais aujourd'hui, le débat n'est même pas là. Même dans le camp Sassou, où il y a certains qui commencent par lever la voix pour demander que, bon, il ne revient plus au pouvoir. On essaie progressivement de les mettre sous état. Donc, bon, cette opposition-là ne pouvait pas rester unie. Et vous ne voyez nulle part en Afrique une opposition unie face à un régime aussi dense, aussi tout à fort fait, que celui du président Sassou Nguesso. La seule alternative à ce régime, malheureusement, dans les pays francophones, c'est le chaos. Vous pouvez voir tous les pays où les gars sont restés 10 ans, 20 ans à la fin. Oui, en dehors, bien entendu. On finit par les confondre en dehors, bien entendu, au meuble du régime. En dehors du cas, bien entendu, du Bénin, où après 17 ans, on a quand même su trouver une formule pour ne pas aller au chaos. Ça n'a pas été le cas partout. Alors, je vais vous inviter à suivre cet extrait, un extrait de l'interview que nous a accordé ce mardi Mabio Mavungu Zinga. Il est le porte-parole de l'une des plateformes de l'opposition, l'Initiative pour la démocratie au Congo, qui annonçait une suspension des actions de désobéissance pour protester contre la réforme de la Constitution. Si tout va bien, nous allons le suivre. Mabio Mavungu Zinga, bonjour. Bonjour. Pourquoi l'opposition congolaise a-t-elle fait marche arrière dans sa lutte contre le référendum? Nous n'avons pas fait marche arrière. La lutte continue, c'est un processus et nous y sommes encore aujourd'hui. Je ne vois pas comment on peut dire que nous avons reculé. Mais à un moment donné, vous avez quand même sur soi à l'appel à désobéissance. Ça va de soi, mon frère, parce que nous sommes avec la communauté internationale qui exige que nous allions à un dialogue. Mais si nous devons aller au dialogue, cela veut dire qu'il faut suspendre, je dis bien suspendre et non reporter sine die. On suspend pour nous permettre d'aller au dialogue et une fois que nous serons au dialogue, si les conclusions que nous ramènerons ne nous seront pas satisfaisantes, nous reprenons la lutte par la voie de la désobéissance civile et pacifique. Mais M. Mavungu, le référendum a eu lieu, le résultat est connu. Mais de quelles négociations vous parlez? Mais nous n'avons pas reconnu, déjà dans nos derniers communiqués, l'opposition ne reconnaît pas ce simulacre de référendum. Pour nous, c'est un non-événement, cela n'a jamais existé. Et c'est pour ça que nous disons que si dialogue il y a, le retrait de ce simulacre de référendum. Alors, de quelles armes disposez-vous aujourd'hui si entre-temps la négociation n'aboutissait pas et que vous devez continuer le combat? De quelles armes disposez-vous? Mais nous ne pouvons pas dire que ce que nous avons fait jusque-là, c'est inopérant. Nous disons que la meilleure façon de combattre une dictature, c'est de lui opposer une résistance, parce que le début de la résistance, c'est déjà la victoire, mon frère. Il y a des peuples qui sont opprimés, qui n'osent même pas se lever. Mais à partir du moment où vous commencez à vous lever, c'est déjà le commencement de la victoire. Donc notre seule arme, étant donné que nous n'avons pas des milliers d'armes dont dispose le pouvoir, notre seule arme, c'est le peuple, et le peuple se met à la désobéissance civile et pacifique. Voilà, à l'instant, c'était Mabio Mavungu Zinga, le porte-parole de l'IDC, qui a été joint par la rédaction de SICA. C'était dans la journée de ce mardi. Joël Etondi, vous aviez suivi donc l'opposant qui dit, après avoir entendu l'appel de la communauté internationale, l'opposition a choisi d'aller vers la table de négociation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le référendum est consommé? Pas aujourd'hui, c'est consommé depuis. Vous pensez? Oui, vous voyez, il m'a arraché le sourire en l'écoutant. Parce qu'aujourd'hui, j'ai écouté aussi Jean-Baptiste Bokouvou qui a parlé un peu plus tôt et qui a fait savoir que oui, il faut dialoguer parce qu'aujourd'hui, la situation est délétère. Je dis, c'est simplement des hommes politiques qui ont parlé et c'est normal, il pouvait en être autrement. Ceux-là qui, hier, ont refusé d'aller au dialogue pour la rencontre de Sibiti qui a décidé du référendum, aujourd'hui, ils ont accepté d'aller au dialogue parce que la communauté internationale a parlé. Or, cette communauté internationale a demandé depuis qu'ils aillent aux négociations. Pourquoi ce n'est que maintenant qu'ils ont accepté d'aller aux négociations? Il faut constater que les peuples africains, s'ils veulent aller de l'avant, s'ils veulent quelque chose pour le bien, c'est tout avec tout le monde, sauf avec les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition. Tout à l'heure, il y a mon confrère qui disait que ce sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu à travailler avec la mouvance. Et c'est vrai, qui sont ceux-là aujourd'hui qui constituent les têtes pensantes de la plateforme
ou des plateformes dites de l'opposition. Que ce soit Guy Kolela ou que ce soit André Salissa, qui ont été gardés en résidence surveillée. Ce sont des gens qui étaient hier ministres, qui aujourd'hui se sont retrouvés dans la peau d'opposants. Pour obtenir quoi pour le peuple? Constatez que lorsqu'il a été question pour le peuple de descendre dans la rue, le peuple a répondu massivement. Si aujourd'hui ceux-là disent au peuple de rester dans son coin, qu'ils vont à une négociation, constatez simplement qu'ils ont déjà trahi. Et que ce peuple tire aussi comme conclusion que ce n'est pas avec eux qu'il obtiendra ce dont il a besoin. Et constatez aujourd'hui aussi qu'ils ont mal apprécié la situation. Ce n'est pas la peine d'appeler à la désobéissance civile. Ils ont trébuché dès le départ. Ce qu'il fallait faire, simplement, c'est de demander à ce peuple de sortir massivement, battre campagne et expliquer les raisons pour lesquelles il ne fallait pas ce référendum. Donc, le peuple devrait aller aux urnes et voter non, massivement non contre. Aujourd'hui, où c'est déjà consommé, vous avez vu de l'autre côté ceux-là qui leur ont demandé d'aller aux négociations. On a entendu Hollande, il a dit non, on ne veut pas de référendum. Après, il dit oui, bon, c'est le peuple qui veut, bon, c'est constitutionnel, allez-y. Et après, se rebiffer, Moscou qui accepte, qui accueille le chef de la diplomatie congolaise et qui applaudit que vraiment ce qui s'est passé prouve que Sassou est en train de bien travailler. À votre avis, l'opposition n'a plus aucune chance d'aller jusqu'au bout de sa revendication. Il faut qu'il laisse la population tranquille dans son coin. Pour éviter qu'il y ait des blessures, de les sacrifier. Vous allez voir, ils seront positionnés. Ils vont continuer. Dès qu'ils auront pour leur part, c'est fini. La première négociation, c'était pourquoi? Ils ont demandé à ce que les taux soient desserrés autour de Guy et d'André. Et lorsqu'on les a libérés, après ils ont dit oui, on veut discuter. Discuter de quoi? Comme on lui a demandé. Si ce n'est pas pour leur positionnement, il n'y a pas grand chose à espérer de ce dialogue, si ce n'est permettre à Sassou de continuer tranquillement son mandat. Donc s'il y a un combat aujourd'hui à faire... son mandat et d'avoir de nouveaux mandats. Oui, s'il y a un combat aujourd'hui à faire pour le peuple, c'est de réfléchir. Je parle du peuple, donc de la société civile, pas de ces opposants-là. La société civile doit réfléchir. Vous pensez maintenant que c'est à la société civile de prendre le relais? Tout à fait. Voir comment faire pour empêcher peut-être Sassou de s'éterniser au pouvoir et de mourir au pouvoir. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais si c'est la Constitution, il n'y a rien à faire. Sassou reviendra au pouvoir. Alors, Harim Chouma, est-ce que vous pensez que cette opposition est toujours en mesure d'aller jusqu'au bout de sa revendication? Non, je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas avoir des groupes organisés dans ce genre de pays, de dictature, lâchons le mot. Ça dit que c'est de l'opposition tolérée. Donc il fallait juste qu'il y ait un peu d'opposition pour colorer ce qui se fait. Ils n'ont pas de marge de manœuvre. Vous ne pouvez pas tenir une réunion, vous ne pouvez pas tenir une organisation sans que vous ne soyez infiltré par les gars du pouvoir. Éléments du pouvoir en place. C'est impossible dans ce genre de pays. Vous ne pouvez pas, c'est la terreur. Tout le monde connaît la méthode. Ça a été le parti unique qui est revenu sous une autre forme par les armes. Sassou est revenu, c'est vrai, il y a eu une élection, mais il est revenu par les armes. Et vous avez vu même les opposants historiques qui ont pris les armes contre Sassou. Le père Kolela, il a fait la paix avant de partir. Et ses enfants aujourd'hui sont divisés, ils sont pas tous même, ils sont tous, je crois qu'il y a deux dans le pouvoir, mais ils n'ont pas les mêmes discours. Il y a l'un qui est d'accord que Sassou se maintienne, il y a l'autre qui quand même estime que lui aussi il peut tenter l'aventure. Donc, vous ne pouvez pas dans ces pays-là. Et puis, quand ça dure trop longtemps au pouvoir, l'alternative n'est que le chaos. C'est regrettable, mais il n'y a pas d'autre alternative. Organiser à l'intérieur, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas... ce n'est pas à Sassou qu'on fera l'histoire du Burkina Faso ou d'ailleurs, où les opposants peuvent s'organiser. Et même au Burkina, ce n'est pas des opposants qui sont organisés. C'est le peuple, justement, qui a pris son destin. Donc, ça serait compliqué pour un groupe organisé, qu'on appelle opposition ou société civile, tout ce que vous voulez, qui puisse venir à bout d'un régime qui est là, qui a infiltré toutes les strates de la société, qui est là depuis très longtemps, qui connaît la force, qui connaît ce que vous appelez la démocratie, c'est-à-dire les élections et tout, et qui sait très bien comment se défendre. Alors donc, et sans oublier, quand on parle de communauté internationale, moi je veux bien savoir de quelle communauté internationale qu'on parle, puisque les Américains, ils ont été constants jusqu'au bout, ils sont contre le référendum, et je ne crois pas qu'ils aient démordu. Par contre, en temps, on a vu la France qui a joué au jeu d'équilibriste. Comme d'habitude, quand la diplomatie française s'intéresse à un pays, mais c'est le deuil qu'il faut mettre. Ça, c'est classique dans nos pays. Si vous voulez compter la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Bon, si vous voulez compter les pays, vous savez, les 20 pays les plus pauvres au monde, on en a dénombré dans l'UEMOA seul, on en a dénombré presque 7. C'est un seul pays qui manque. Donc c'est ça. Ça dit que quand il passe, quand la diplomatie française passe quelque part, il faut commencer par se poser des questions. Merci Harim Choubadé, merci Joël Tondi. Madame, Monsieur, ce sera tout pour le deuxième débat de ce jour. Avant le troisième sujet, voici un nouveau point
de l'actualité, c'est le flash d'information. En Centrafrique, le Conseil national de transition donne un ultimatum d'une semaine au gouvernement pour la réhabilitation des forces armées centrafricaines. Il demande à la présidente d'associer les FACA aux forces internationales pour s'interposer entre les belligérants qui s'affrontent dans les quartiers sud-ouest de la capitale Bangui. Au Togo, le nouveau code pénal adopté lundi dernier par l'Assemblée nationale suscite des inquiétudes au sein de la presse. Les organisations de presse sont montées au créneau pour dénoncer l'article 498 qui punit toute publication, diffusion ou reproduction de fausses nouvelles d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. En Côte d'Ivoire, investi solennellement mardi pour un nouveau mandat de 5 ans, le président Alassane Ouattara a appelé de tous ses voeux la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Il promet de renforcer le processus de réconciliation, de mieux redistribuer les richesses et de rédiger une nouvelle constitution. Enfin, le dernier sujet, le mystère toujours autour de l'enquête sur l'assassinat de nos confrères journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon au Mali, 2 ans après l'assassinat et malgré la décision de la déclassification du dossier par le gouvernement français, l'enquête n'a pas bougé d'un centimètre 2 ans après la mort de 2 journalistes français au Mali qui empêchent de connaître la vérité sur l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. La réponse de nos invités, c'est après ce générique. Joël Tondi, ça fait 2 ans que malheureusement Ghislaine Dupont et Claude Verlon nous ont quittés. Ce sont des confrères, mais jusqu'ici on a l'impression que la justice française piétine et tourne en rond. On n'a encore pas d'indices sur les raisons de leur assassinat. L'enquête n'a pas évolué. À votre avis, comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation ? Cette situation, pour les derniers développements que le dossier a connus, s'explique simplement par 2 mots. Secret défense, vous l'avez suivi. Secret défense autour de quoi? On a assassiné des journalistes. Est-ce qu'il y a du secret là? Il faut aller chercher pourquoi on les a assassinés. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Depuis 2 ans, il y a des avocats en charge du dossier qui font des pieds et des mains pour pouvoir connaître la vérité sur ce dossier. On a déclassifié même le dossier, mais malgré cela, ils n'ont pas accès au dossier. La déclassification n'est pas encore effective. C'était une promesse. Oui, même c'est dit par le président français François Hollande. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas la matérialisation. On attend l'acte le 25 juillet. C'était mémorable. C'est le ministère de la Défense, le ministère français de la Défense, je précise, qui a dit que le dossier est sous le sceau de secret défense. Et vu que jusqu'à présent... Que cache-t-on? Eh bien, c'est ça que la famille cherche à comprendre. Et pour marquer ce 2e anniversaire, la maman de la défunte, Ghislaine Dupont, a cru que la promesse du chef de l'État, puisque la parole du chef est sacrée, dit-on, aura un effet. Mais malheureusement, toujours est-il que le dossier ploie sous le joug du secret défense. Et qu'y a-t-il de secret dans ce dossier? C'est là toute l'interrogation, la grande interrogation. Et vous savez, lorsque on n'arrive pas à connaître du fond d'un dossier et qu'il y a tout un mystère, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes sortes de spéculations et d'interrogations. Et moi, je m'en vais me demander si on a quelque chose à cacher dans ce dossier-là. Parce qu'on nous a dit que c'est les djihadistes qui les ont abattus. Comment ont-ils été abattus? Qui les ont vraiment abattus? À ces 2 grandes interrogations, on n'a jusqu'à présent pas de dossier. Et on sait qu'il y a eu comme force d'intervention l'armée malienne, l'armée onusienne et l'armée française. Et personne n'est en train de parler. Que veut-on cacher? Ce qui est sûr, pour la guerre ouverte contre les terroristes, les djihadistes, je pense que ni l'armée malienne, ni les forces onusiennes, ni l'armée française n'a intérêt à protéger les djihadistes, à moins qu'ils aient à un moment donné cherché à partiser avec eux. Mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Certainement bavure militaire. En tout cas, tout porte à croire qu'il y a bavure policière, qu'il y a bavure. Tout porte à croire qu'il y a bavure. Parce que je ne trouve pas qui on veut protéger. Parce que si ce sont les djihadistes, on a plutôt tout intérêt à le démontrer. Parce que dans la guerre aujourd'hui contre ces djihadistes, on a besoin de l'appui de tout le monde. On a besoin du soutien du peuple. Et le peuple ne peut que demander à ce qu'on aille les décapiter.
qu'on couvre tout ceci de sceaux, de secret défense, est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir protéger nous cacher des soldats? quelque chose, de cacher et là, c'est la mort vraiment de triste. Et journalistes. vous savez très bien, lorsqu'il y a de ces actes qui se posent, et quand ça arrive en France, vous savez toute la diligence qui est faite pour qu'on arrive à comprendre. Et que ce soit en France, que le ministère de la Défense continue pas à parler de secret défense, et que le chef d'État a dit lui-même, oui, vous connaîtrez la vérité et que le sceau de secret défense sera levé et cela n'a pas été fait. Est-ce que François Hollande n'est peut-être pas vite parti en besoin avant de se rendre compte que vraiment il y a anguille sous roche. Qu'on ne peut pas dire en public. Il y aura de la patate chaude au-dessus de la République, il me semble. Arimi Choubadé, vous voyez de la patate chaude également. Non. 2 ans après la mort de Ghislaine Dupont et Claude Vernon, c'est toujours le blackout total. C'est intolérable qu'on puisse tuer des journalistes en fonction dans un pays qui se dit un pays de... Écoutez, pour moi, ils ont été tués en France. Non, ils ont été tués au Mali. Non, ils ont été tués en France. C'est une zone sous contrôle. Non, peut-être qu'ils ont été tués une deuxième fois en France. Sous contrôle, tant qu'on n'a pas... sous contrôle français. On ne peut pas me dire le contraire. C'est une zone sous contrôle français. Donc on peut dire que c'est en France qu'on a tué 2 journalistes et qu'on ne connaît pas la vérité. C'est extraordinaire. Depuis 2 ans, c'est une guerre mystérieuse. Il n'y a pas eu d'enquête, l'enquête n'a pas évolué. C'est une guerre mystérieuse. Vous savez, moi, on a dit djihadiste, c'est vrai, on peut me dire qu'une population à 95% de musulmans était menacée par des musulmans. Ça, c'est la guerre qu'on nous a vendue. Une guerre, au début, le gouvernement français dit, il n'est pas question d'aller, on a même refusé à la même haleine d'aller à l'assaut du Nord. Et brutalement, une nuit, la France a décidé d'y aller, toute seule, a fait sa sale guerre, toute seule, et l'a raconté. C'est la France elle-même qui a raconté ce qui s'est passé là-bas. On n'a pas vu de l'arsenal qui a été saisi, qui a été détruit, etc. Personne n'en sait rien. On sait seulement qu'on est allé faire une guerre, et puis 2 journalistes qui meurent dans ces conditions-là. Et comme disent qu'un pays, la France, que nous, pays de démocratie, droits de l'homme, déclaration universelle des droits de l'homme, etc., dans ce pays-là, on tue 2. Parce que vous savez, pour moi, ces 2 confrères ont été tués en zone contrôlée par la France. Alors, on ne peut pas nous dire... On a parlé d'une possibilité de bavure qu'on serait peut-être en train de cacher au monde entier. C'est possible également que ces journalistes aient découvert des choses. Le problème, c'est même pas qu'il y ait bavure. Le problème, c'est qu'on ne puisse pas dire ce qui s'est passé. Oui, c'est pourquoi je dis peut-être qu'ils ont découvert des choses et qu'il faut empêcher justement le monde de connaître. Non, mais si c'était... imaginez que ce soit une zone sous contrôle malien, ce qui allait se passer. On aurait même peut-être demandé à extrader des présidents de la République. On en a vu. Mais maintenant que c'est la France qui est coupable de la mort de nos 2 confrères, mais il faut que le gouvernement français en réponde. Je ne sais pas s'il n'y a pas dans ce monde-là un tribunal qui puisse se saisir comme on l'a fait dans d'autres pays où on a estimé que des gouvernements ont maltraité des journalistes ou ont maltraité des militants de droits de l'homme, etc. Pourquoi ici la France sous le contrôle de la France, on a exécuté des journalistes dans l'exercice de leur profession et qu'on ne puisse pas interpeller. À votre avis, à qui profite alors cette lenteur? On ne peut même pas comprendre pourquoi on a laissé ce dossier-là être géré exclusivement par la France. Je vous dis, imaginez que ce soit ces 2 confrères soient exécutés, comment l'appelle-t-on, en zone contrôlée par le Mali. Et vous allez voir ce qui va se passer. On aurait même eu des résolutions de l'ONU sur ça. Et il y a eu même des résolutions, puisque après la mort justement de ces 2 confrères, la date de leur assassinat a été déclarée, je crois, journée de la liberté de presse. Non, il faut exiger... L'impunité des crimes contre journalistes. Oui, il faut que le gouvernement français réponde de ce crime-là. C'est au gouvernement français de répondre de ce crime. S'il n'y a pas de coupable, donc le coupable, c'est le gouvernement français. Il n'y en a pas d'autre. Et comme on arrive à traîner des gouvernements devant des tribunaux à caractère international, on doit pouvoir le faire avec ce gouvernement-là. Donc pour moi, le responsable de ces 2 morts, c'est d'abord Hollande. Il faudrait qu'il s'explique. Et s'il ne veut pas s'expliquer aux Français, que la communauté internationale l'interpelle. Parce qu'on ne peut pas accepter. Oui, c'est vrai, ils ont tué plein de gens dans le désert, on ne sait pas qui. Ils ont dit que ce sont des djihadistes. On leur concède ça. Mais ici, ce sont des journalistes quand même. Connus, avec un organe respectable que tout le monde connaît, etc. On ne peut pas les sacrifier comme ça. Tout à fait. C'est pas possible. Si la France ne peut pas juger de ce crime-là, que la communauté internationale s'en saisisse. Tout à fait. Et c'est le lieu de rappeler à nos organismes qui viennent faire du bouquin ici parce que... Les observateurs, les grands observateurs... Tout à fait, les journalistes ont des problèmes, ce qui est normal, il faut protéger les hommes de médias. Reporters sans frontières. Maintenant, on ne peut pas comprendre que ça se passe
avec un gouvernement comme celui de français et qu'on ne dise qu'on rien. ne réagisse pas. C'est inacceptable. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Joël Etondi, à qui profite cette lenteur de l'enquête, très rapidement? Non, ça saute à l'œil. Il ne faut pas aller chercher mille lieues. Ça profite à qui? Ça profite à qui avait le contrôle de nos confrères. Et Ghislaine Dupont, je ne vous la présente pas. Ce n'est pas possible. C'est vrai. Et ce qui est inquiétant, c'est le silence de tout le monde. Même les parlementaires en France, personne n'en parle. C'était comme si c'est dans l'ordre normal des choses que si c'est passé. Franchement, est-ce qu'on a vraiment intérêt à se muer dans ce silence de cette façon? Oui, si la France n'est pas en mesure de le faire, je pense que c'est un dossier qu'on nous sait. La communauté internationale doit pouvoir se saisir de ce dossier. Reporters sans frontières, je pense qu'on ne fait pas suffisamment en ce qui concerne ce dossier-là. On ne peut pas se taire, c'est vraiment de l'aberration. Cela se serait passé ailleurs, sous d'autres cieux, pour ne pas dire vraiment en Afrique, on aurait assisté à autre chose. Merci Joël Etondi, merci. Rémi Choubalé, madame, monsieur, c'est tout pour ce numéro de votre émission Angle de Vue. Très bonne suite de programmes sur Sika, la chaîne qui vous informe sur l'actualité sur le continent africain.